Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce séminaire Future of Food. Merci d'être connectés, de votre participation. Merci à nos deux intervenants que je vais présenter dans quelques minutes. Donc, je suis Bertrand Grimm, associé chez Evaltus, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer ce webinaire l'alimentation de demain, ou peut-être les alimentations de demain. On aura l'occasion probablement de revenir sur ce sujet. Ce sujet que nous n'aurons probablement pas le temps de traiter en 1 heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on verra ensuite, après ce séminaire, comment est-ce qu'éventuellement on peut continuer de creuser le sujet avec nos intervenants. Peut-être pour poser le sujet, quelques chiffres. Entre 1950 et 2018, la population mondiale a été multipliée par 3. Elle est passée de 2,6 milliards à 7,8 milliards. Dans le même temps, la consommation de viande a été multipliée par 7,5. Et l'élevage représente aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 70% des surfaces agricoles. Quels que soient les scénarios sur l'évolution de la population mondiale, on devrait dépasser les 10 milliards. Donc, on voit assez vite ce que ça peut donner en termes de calcul. En France, l'agriculture, c'est 19% des gaz à effet de serre, dont 50% qui viennent du bétail. Et la France importe aujourd'hui 50% de ses protéines. Donc, face à ces défis, plusieurs solutions. Donc, nos deux intervenants vont aborder ces sujets-là. Donc, Éric Berlouez, que je présente en premier, donc est ingénieur et qui interviendra en premier, est ingénieur agronome, sociologue, expert auprès des autorités, consultant, formateur et auteur de plusieurs ouvrages, Petite et grande histoire des légumes, édition QAE, Histoire de l'alimentation des Français du Paléolithique au Covid-19, édition Ouest France, et il va donc nous brosser un panorama assez large de notre avenir alimentaire. Franck Pierre est ingénieur agronome également. Il est aujourd'hui directeur des partenariats et du business développement chez Insect, une société dont on parle beaucoup en ce moment, et il était précédemment directeur de la stratégie et de la R&D. Au cours de son parcours, chez Danone, Givaudan et Pernod Ricard, entre autres, son parcours a toujours été marqué par des sujets autour de la stratégie et de l'innovation, avec une volonté d'impact positif et durable. Et il va nous parler plus particulièrement, évidemment, de la partie insectes et des insectes dans notre future alimentation. Éric, à toi la parole. Merci beaucoup, Bertrand. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis ravi de passer ce moment avec vous pour parler de l'alimentation du futur. Alors, le futur, c'est quand on fait de la prospective, on ne se projette pas à 50 ans, on est plutôt aux alentours de 2035. Mais finalement, c'est quoi le futur? Est-ce que c'est le futur possible, le futur probable, le futur souhaitable? Voilà, c'est pas chacun va répondre à cette question-là. Alors, il y a plusieurs voies d'entrée possibles. Il y a celle que tu as prise, Bertrand, en nous rappelant quelques-uns des grands enjeux, la croissance démographique, évidemment, mais je pense que là, il faut aussi aller un tout petit peu plus dans le fond, parce que, bien sûr, 10 milliards d'habitants, c'est 2 milliards d'habitants de plus qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas les mêmes habitants. C'est-à-dire qu'il faut peut-être prendre en considération le fait qu'il y a un continent, l'Afrique, qui va doubler sa population et nourrir 1 milliard ou 1,5 milliard d'Africains supplémentaires qui seront très pauvres, très probablement. Ce ne sera pas le même défi que de nourrir 1 milliard d'Asiatiques de plus. De même, quand on parle de croissance de la population, il faut voir que 70% de la population vivra dans des villes en 2050 et que ça change énormément de choses en termes d'approvisionnement alimentaire, tout simplement. Moi, je vais plutôt partir, si vous voulez, du consommateur. Je vais alors passer la diapositive suivante. Voilà, j'ai mis en haut à gauche, vous voyez, Marcellin Berthelot. Il y a des rues dans nos villes, Marcellin Berthelot. C'est un chimiste. Et ce chimiste, à la fin du 19e siècle, en 1894, imaginait l'alimentation en l'an 2000. Et en fait, il nous racontait qu'en l'an 2000, eh bien, il n'y aurait plus d'agriculteurs, il n'y aurait plus de pâtres, c'est-à-dire d'éleveurs, de cultivateurs, de laboureurs, il disait, et que chacun irait au travail avec sa petite tablette azotée. Alors évidemment, ça ne s'est pas produit. En 2000, il y a toujours des agriculteurs, des éleveurs, et on ne consomme pas nos aliments sous forme de petites tablettes d'azote. Ce qui est intéressant, c'est que ce fantasme de l'alimentation pilule, pour le dire simplement, il n'a pas disparu. Là, j'ai mis les résultats d'une enquête qui avait été réalisée en 2014 dans ma région d'origine, les Hauts-de-France, où à un panel assez large de la population régionale, on avait demandé comment est-ce que vous imaginez l'alimentation dans 50 ans, et les gens, a priori, devaient donner une réponse et une seule.
Et finalement, la réponse qui attirait le plus enfin, qui avait le score le plus élevé, c'est ce qui est en bas, ce que j'ai entouré, 28% de nos concitoyens qui disent, eh bien, demain, enfin, dans 50 ans, on consommera des produits artificiels. On retrouve les pilules, les poudres, les aliments en tubes, déshydratés, etc. Alors, c'est intéressant de voir déjà que c'est une vision de l'alimentation du futur qui n'est pas très positive, puisqu'on dit par ailleurs on mangera des produits moins bons, le temps des repas diminuera, etc. etc. Alors, c'est moi qui passe les diapositives. L'alimentation du futur sera-t-elle futuriste? Futuriste, et là je me place du point de vue du consommateur qui, dans les médias, entend parler de choses qui peuvent effectivement sembler futuristes, de fermes verticales urbaines, de viande cultivée en laboratoire, etc. Alors moi, je pense qu'elle ne le sera pas exclusivement, c'est-à-dire qu'il y aura évidemment une mobilisation de la science, de la technologie, donc des choses qui peuvent apparaître comme très futuristes aujourd'hui pourront peut-être se réaliser et pas forcément, en fait, on ne sait pas très bien. Déjà pour évacuer l'histoire des pilules, puisque le fantasme existe toujours dans la société française, un ancien directeur de recherche à l'INRAE avait montré que si on voulait avoir sous forme de pilule les 2000 kilocalories nécessaires à notre survie, à notre vie en bonne santé, eh bien, il faudrait ingérer 350 pilules de 1 gramme chacune par jour et pour les faire passer, boire 5 litres d'eau. Ça paraît peu probable, mais c'est surtout, et là je vais rappeler une évidence, qui est que l'être humain ne se nourrit pas de nutriments, on se nourrit d'aliments, c'est pas la même chose. Des aliments que l'on cuisine, quand même encore un peu, des aliments que l'on consomme le plus souvent encore lors de repas. Et évidemment, derrière la consommation de pilules, on se demande bien quel peut être le lien social, la dimension culturelle, symbolique, émotionnelle, affective et le plaisir de l'alimentation. Pourtant, c'est peut-être pas complètement futuriste dans la mesure où il existe déjà depuis pas mal d'années aux États-Unis une firme qui s'appelle Soylent, en France, et elle existe toujours cette entreprise qui s'appelle Feed, qui nous propose des barres énergétiques, bourrées de vitamines, etc. Et là, la promesse marketing publicitaire, c'est de dire dans une petite bouteille, une fiole ou une barre, eh bien, vous avez un repas complet, nutritionnellement parfait. Ça fera un peu bondir, je pense, les nutritionnistes, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin dans les proportions idéales. Mais encore une fois, on peut tout à fait imaginer que ce produit serve de produit de dépannage, les jours où on n'a pas le temps, etc. Mais il ne faut évidemment pas oublier cette évidence que je rappelais il y a quelques instants, que l'alimentation, ce n'est pas que de la nutrition. Et j'ai l'habitude de dire que manger, bien sûr, c'est se nourrir, c'est la première fonction de l'alimentation, la fonction physiologique. Mais manger, c'est se nourrir, se réunir et se réjouir. Et en France, en tout cas dans notre culture alimentaire, le lien social et le plaisir alimentaire, c'est absolument essentiel. Et encore une fois, ce n'est pas les pilules ou les barres ou les petites fioles de nutriments qui peuvent nous apporter ça. Alors, ce dont entend parler le grand public, c'est par exemple les potagers sur les toits. Ben oui, ça existe et ça va peut-être exister davantage, mais il ne faut pas rêver. On ne va pas nourrir les villes. Les 12 milliards, on sait bien, les 12 millions d'habitants de la région parisienne ne seront jamais nourris avec la production de Paris ou même la production locale de l'Île-de-France. C'est juste pas possible. Alors, il y a effectivement plus que des expérimentations, des fermes urbaines verticales, comme en région parisienne, à Romainville. Je crois que c'est la ferme maraîchère, enfin, peu importe. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais on a du mal quand même, j'ai du mal à imaginer que ce soit ça le futur, tout le futur de l'alimentation. On a parlé également, on parle régulièrement de l'imprimante 3D alimentaire. Alors ça, c'est vraiment tous les fantasmes qui sont réunis dans cette technologie. C'est l'idée que je vais pouvoir fabriquer les aliments qui correspondent à mes souhaits et je vais le faire moi-même. C'est vrai qu'il y a une vogue aujourd'hui du do it yourself, du fait par moi-même, mais bon, il y a des imprimantes 3D qui fabriquent des aliments entre guillemets, mais ça reste quand même très limité. Je ne crois pas non plus que ce soit l'avenir de l'alimentation. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, on en parle beaucoup aujourd'hui de la viande cellulaire.
Autrefois, alors autrefois, il y a quelques années, hein, on disait viande de laboratoire, viande de synthèse. Alors ça, c'est pas très vendeur. Et donc, les opérateurs, ils n'utilisent pas ces termes-là. Ils parlent de viande cellulaire et même aujourd'hui plutôt de viande cultivée, pour qu'il y ait cette notion de, voilà, quand même de culture. Et c'est vrai que moi, je me souviens en 2013, quand le scientifique néerlandais Mark Post avait présenté, il est là en photo à la télévision, son steak, entre guillemets, hein, de viande cellulaire à 250 000 euros, les 125 grammes. Je me disais que ce n'était pas demain la veille. Et quand même, j'ai interrogé, parce que j'enseigne dans pas mal d'universités et d'écoles en France et à l'étranger, donc j'ai demandé aux étudiants qu'est-ce qu'ils pensaient de, de cette perspective de manger de la viande, entre guillemets, de laboratoire. Et quand même, à ma grande surprise, et là je parle d'étudiants qui travaillent dans le domaine de l'agronomie, l'agriculture, l'alimentation, la moitié d'entre eux eh bien, me disaient, mais finalement, pourquoi pas, si ça permet de répondre à ce qui est pour moi une vraie préoccupation, la préservation de l'environnement, du climat, de la biodiversité, etc., et la souffrance animale. Et si ça répond à une demande croissante de viande de la population mondiale, pourquoi pas? Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit que des choses qui peuvent paraître tout à fait inacceptables socialement, eh bien, elles peuvent évoluer. Alors, pas du jour au lendemain, mais il faut bien voir qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui peuvent avoir une vision différente de celle des plus anciens. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que, vous le savez probablement, il y a d'énormes investissements, des milliards d'euros aujourd'hui qui sont investis. Alors, on parle souvent des GAFAM, bien évidemment, mais aussi les géants de la viande. Tyson Foods, le groupe Grimaud en France, qui est un groupe de sélection animale, de génétique, qui a une filiale pour essayer de développer des produits à base de viande cellulaire parce qu'ils se disent qu'il faut être présent également sur ces marchés potentiels. L'objectif premier, évidemment, c'est de réduire les prix. 250 000 euros, ce n'est pas très compétitif, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on est quand même encore loin du compte, mais bon, ça peut effectivement, on peut aller vers une réduction des coûts. Alors, il reste quand même, je pense, en France, un frein culturel, et je pense qu'il y a une question de termes. C'est clair que, en tout cas, ce que l'on a aujourd'hui, c'est pas de la vraie viande. Moi, j'ai eu l'occasion de manger de la viande cellulaire. C'était pas une entrecôte, c'était même pas un steak haché d'ailleurs. Steak haché, c'est un peu plus facile. C'était des lamelles de viande entre guillemets très fines. Or, culturellement, pour les Français, la viande, c'est pas ça. Et la viande, c'est pas que de la culture de cellules musculaires. La viande, c'est des fibres musculaires avec des lipides, avec des nerfs, avec des tendons, avec des vaisseaux sanguins, avec des adipocytes, etc., etc. Donc, moi, ça ne me gêne pas qu'on appelle ça comme on veut, mais parler de viande est quelque chose qui me semble assez trompeur. En tout cas, il y a une vraie rupture anthropologique entre la viande qui vient de l'animal et puis la viande qui vient du laboratoire. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit en même temps, quand on fait nos enquêtes en sociologie de l'alimentation, qu'il y a toujours une attente de goût qui est forte, et là, ce n'est pas encore tout à fait au rendez-vous, et surtout une attente, dans une fraction croissante des consommateurs, de naturalité. Or, il n'y a pas beaucoup de naturalité dans cette viande de laboratoire. Oui. C'est un peu la moindre des choses. Donc ça, à mon avis, ça peut être des freins, même si, encore une fois, je dis, pour certains, ça risque d'être, ça sera séduisant. Et puis, il y a quand même beaucoup d'incertitudes que je ne vais pas développer sur la réelle consommation d'énergie, sur la sécurité sanitaire, etc., etc. Donc, beaucoup de questions qui se posent. Et puis, il ne faut pas oublier que moi, je pense que les concurrents de la viande, ça sera peut-être davantage que l'on connaît déjà aujourd'hui, les alternatives végétales à la viande et au lait, peut-être sans doute davantage que la viande cellulaire, parce que les alternatives végétales, elles sont bon marché aujourd'hui. Alors, il y aura la question des insectes. Je n'en dis pas un mot. Évidemment, je laisserai Franck développer cet aspect dont il est infiniment plus spécialiste que moi. On parle des insectes, le grand public entend parler également des algues au menu. Et c'est vrai que les algues ont sur le papier beaucoup d'avantages. D'abord, il y en a partout. Elles n'ont pas besoin de sol puisqu'elles sont dans les mers, dans les océans. Elles sont riches en tout un tas de
de nutriments, des protéines, des acides gras de bonne qualité, des vitamines, etc., etc. Et on sait que c'est comme les insectes, les algues, il y a des populations qui, depuis très longtemps, les consomment, les cultivent. On parle d'algoculture, etc. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette question de la culture alimentaire. En France, ça ne fait pas partie de ce qu'on imagine être de l'ordre du mangeable. Maintenant, si on incorpore les algues, je sais pas, dans des cookies par exemple, ou de la farine qui va servir à faire des pâtisseries, et ben là on sait, les enquêtes montrent que c'est beaucoup plus acceptable. On n'a pas l'impression de manger des choses qu'on ne considère pas comme des aliments. On parle beaucoup aujourd'hui des microalgues. On a des entreprises comme le groupe Rocket, entreprise de renommée mondiale, développe des productions de microalgues. Hein, donc ça, c'est pas futuriste, ça existe déjà, mais c'est aujourd'hui encore très anecdotique. Ça peut se développer, ça ne fera pas toute l'alimentation, bien évidemment. Alors, je passe sur les algues. Alors, bien sûr, les algues, on les utilise aujourd'hui dans des compléments alimentaires ou sous forme d'extrait d'algues. Et puis, donc, on va recombiner tout ça, on va extraire des protéines d'algues pour les insérer dans des aliments. Mais on va retrouver évidemment aussi ce problème d'ultra-transformation que j'évoquais. Quelque chose de plus probable, c'est le développement de nouveaux aliments santé. La santé est vraiment beaucoup plus que globalement, hein, sur l'ensemble de la population française notamment, c'est vraiment le driver des changements de comportement alimentaire, beaucoup plus que l'environnement, beaucoup plus que le bien-être animal, même si ce sont des préoccupations montantes. Et avec une population qui vieillit, avec le sentiment que on vieillit, mais on veut vieillir tout en restant jeune le plus longtemps possible, et donc on peut avoir on peut aller jusqu'à une alimentation sur mesure pour ceux qui pourront s'offrir cette alimentation, se la payer en fonction des facteurs de risque personnels, alors en fonction de ma génétique, etc. Alors on sait que c'est évidemment beaucoup plus compliqué, mais on a ces nouvelles disciplines scientifiques, l'épigénétique, la nutrigénétique, la nutrigénomique, qui étudient les interactions entre les gènes et les aliments, et les nutriments plus particulièrement. Mais évidemment, ça reste encore des perspectives un petit peu lointaines d'arriver à personnaliser extrêmement finement l'alimentation, parce que c'est toujours beaucoup, la nutrition, c'est quand même déjà en soi quelque chose d'extraordinairement complexe. Mais on voit bien cette idée, en tout cas c'est une attente chez une fraction croissante des consommateurs, d'avoir des produits alimentaires personnalisés, des conseils alimentaires personnalisés, parce que cette question de santé, c'est vraiment une valeur, on pourrait dire, montante dans la société. On fait des recherches, vous le savez bien, sur le microbiote intestinal, et ça se traduit déjà par la mise sur le marché de prébiotiques ou de probiotiques de nouvelle génération. Évidemment, quand on parle de l'alimentation du futur, il me reste 5 minutes, ça va? Quand on parle de l'alimentation du futur, il y a ce que l'on mange. On a parlé, on parlera des insectes, des algues, de la viande cellulaire, mais il y a aussi comment on va manger, comment on va acheter. Et là, je ne vous apprends rien, vous savez qu'il y a ce mouvement de digitalisation, de numérisation de l'alimentation. Et déjà aujourd'hui, avec avec un smartphone, on peut faire énormément de choses. On peut par exemple commander et payer en ligne. Hein. En 2021, pour donner un chiffre récent, le e-commerce alimentaire représentait 9% de l'ensemble des achats. Alors, ce n'est pas beaucoup, 9%, mais c'est une croissance très forte. Et la pandémie a permis de développer de rendre plus familier le fait de commander par Internet et puis également de se faire livrer des courses et des repas. C'est déjà, la livraison de repas, c'est déjà 15% du secteur de la restauration et c'était seulement 6% en 2018. Donc, on voit bien que, mais en même temps, ce n'est pas partout. Dans le milieu rural profond, vous ne faites pas livrer à domicile vos paniers de courses ou vos repas. Donc, là encore, hein, il y a des limites. Et puis, certains nous parlent de demain, l'arrivée de robots en cuisine, de drones livreurs. Oui, ça fait partie du champ des possibles. Dans quelle mesure ça se développera? On ne le sait pas trop et ça ne se développera pas partout, dit pour tout le monde.
également la traçabilité qui est une grande demande de la part des consommateurs. Alors, finalement, est-ce qu'on va assister au triomphe de ce qu'on appelle la food tech ou le retour aux valeurs sûres, comme on le dit? Vous voyez, on voit bien, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est-à-dire qu'il y a un peu une fragmentation des attentes des mangeurs. Il y a à la fois des gens qui voudront, enfin qui seront, comment dire, attirés, qui auront cet appétit pour ces nouvelles, ce que permettent ces nouvelles technologies, enfin, tout ce que l'on a évoqué, ces nouveaux aliments, mais on voit également des personnes qui plébiscitent aujourd'hui le retour, ils ne le font pas toujours dans les faits, mais ils en ont en tout cas cette envie, le retour à des aliments bruts, des aliments frais, des aliments de saison, locaux, hein, le local a le vent en poupe, on sait aujourd'hui que le bio est en difficulté, mais le local par contre, ça devient le nouveau totem, peut-être demain le nouveau tabou, comme le bio, ça on verra. Des aliments évidemment respectueux de l'environnement, du climat, des aliments qu'on qualifie de naturels, même si la nature est un peu, comment dire, fantasmée, bien évidemment, par des urbains qui ne savent plus trop ce qu'est la nature et qui même en ont peur d'une certaine manière. Le retour à la tradition, aux aliments de terroir, pourquoi? Tout simplement parce que ça rassure les circuits courts de proximité qui ont le vent en poupe, qu'ils avaient déjà avant la pandémie de Covid-19. Et la première motivation en faveur des circuits courts de proximité, quand on interroge les consommateurs, c'est ça me permet de participer à la vie, à l'économie de mon territoire. Et puis après, on va ajouter des éléments de goût, des éléments d'environnement, etc. Mais il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Et puis, il y a le moins de viande, on appelle ça le flexitarisme, et davantage de fruits et légumes, de légumes secs. Donc, finalement, on peut, pour une fraction de la population, continuer à manger ce que l'on mangeait, mais dans des proportions différentes. Alors, j'en termine. C'est mon avant-dernière diapositive. Alors, effectivement, vous avez compris que parler de l'alimentation du futur, en tout cas selon moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut vraiment parler des alimentations du futur. Le champ des possibles, encore une fois, est très ouvert et donc il va y avoir des innovations dans tout un tas de domaines et puis en même temps des retours à ce que j'appelais donc les valeurs sûres. Ce que l'on voit, donc c'est ça, c'est cette idée de, là je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourrait y revenir, mais les attentes des consommateurs, elles sont en mutation très rapide. Hein. Moi qui regarde ça depuis, non pas des années, mais des décennies maintenant, depuis le milieu des années 2010, on voit bien qu'il y a une accélération de choses qui existaient. On parlait du local, par exemple, ça existait déjà, mais ça s'est beaucoup accéléré, peut-être encore plus au cours des 2 ou 3 dernières années. Donc, il y a des demandes de naturalité, de local, de bien-être animal, d'éthique. Et ce qui me paraît très important, encore une fois, c'est cette notion de fragmentation. Il y a des lignes de fracture générationnelles, des lignes de fracture sur le niveau d'études. Et puis également aujourd'hui, alors que c'était moins le cas, mais de nouveau ça revient en force avec la crise économique, le revenu qui fait que vous avez aujourd'hui pratiquement 6 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. De plus en plus, il y a cette idée que pour les mangeurs, qu'on va, dans la manière dont on mange, affirmer son identité collective et individuelle. On pourra revenir là-dessus, hein, si vous voulez, l'accroissement des inégalités de revenus. Et donc, des choses que l'on voit déjà et qui vont sans doute se renforcer. Une offre alimentaire qui va encore plus se segmenter, qui va aller vers une alimentation de plus en plus personnalisée. Et de toute façon, je dis souvent, ne parlons plus du mangeur, ou comme on dit en sociologie, ou du consommateur. Au singulier, évidemment, ça n'a plus de sens. Il faut parler des consommateurs, tout en ayant conscience que chacun d'entre vous, comme moi, nous sommes non pas un, mais des consommateurs. C'est-à-dire nous sommes un consommateur pluriel, si vous préférez. En semaine, vous allez déjeuner très rapidement, de manière solitaire parfois, et sans trop vous préoccuper de savoir quelle est la composition de ce que vous mangez, quelle est sa provenance, et s'il a respecté tout un tas de critères environnementaux ou de bien-être animal. Par contre, le week-end, vous pouvez passer vraiment beaucoup de temps, c'est mon cas, à faire le marché, à discuter avec les producteurs, à préparer le repas et passer du temps à manger. Donc, voilà, on est vraiment dans des occasions de consommation qui se diversifient pour un même individu. Et donc, on peut
ce que je vois plutôt, c'est les alimentations du futur, c'est-à-dire la coexistence au sein d'un même pays, comme la France par exemple, de systèmes alimentaires, de styles d'alimentation contrastés et qui seront, voilà, et qui sont déjà un petit peu le cas aujourd'hui, avec la question de l'alimentation à plusieurs vitesses. Bref, pour finir, et c'est pour lancer peut-être une discussion après, je crois aujourd'hui qu'on peut vraiment parler, et ce n'est pas que des mots, d'un nouveau rapport de nos concitoyens à la nourriture. Et donc, moi, je parle d'éthique alimentaire. Alors, ce n'est pas tout le monde, c'est même minoritaire, c'est 25-30% de la population, peut-être, grand maximum, qui aujourd'hui ne voit plus l'alimentation comme avant. On s'interroge sur les valeurs de l'alimentation, c'est ça l'éthique, hein, quelle valeur on apporte à l'alimentation. Il y a la notion de principe d'action, comment je mets en pratique mon souci du localisme, par exemple au travers du locavorisme dont j'ai parlé, et puis cette idée de reprendre le contrôle de son alimentation et d'aller vers une quête de sens. Les philosophes dans l'Antiquité parlaient voulaient nous enseigner à mener une vie bonne, et je crois qu'on peut aujourd'hui parler d'une alimentation bonne, bonne pour moi, mais aussi bonne pour les autres, mais aussi bonne pour la planète, mais aussi bonne pour l'animal. On voit bien que ce sont des choses qui montent dans la société. Et cette volonté très importante de reprendre le contrôle, la maîtrise de son alimentation, en tout cas, encore une fois, pour une fraction croissante de la population. Et donc, cette éthique alimentaire, bon, je ne vais pas le développer, mais je vais juste indiquer les 5 mots-clés. Il y en a 5. Alors, il y a une éthique de la nature, j'utilise ce terme plutôt que l'environnement, une éthique du corps, ce n'est pas que la santé au sens négatif, ne pas être malade, c'est le bien-être, c'est la jeunesse, c'est la beauté, enfin, il y a tout ça autour et l'alimentation est très impactée par ce culte du corps aujourd'hui. Une éthique de l'animal, bien sûr, une éthique de la responsabilité par rapport au gaspillage alimentaire, par rapport au caractère équitable des produits. Vous voyez, des produits comme la marque C'est qui le patron qui a remporté un succès totalement inattendu. C'est plus de 10% aujourd'hui du marché du lait, hein, ce lait équitable. Et puis, il y a plein d'autres marques qui s'y sont accrochées. Et enfin, la dernière éthique, c'est l'éthique de la transparence. Mais là, je vais rayer ce mot parce que je pense que c'est pas du tout un bon mot de parler de transparence. Pour moi, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Parlons plutôt de sincérité. Mais bon, pour le moment, je m'arrête là. Merci Eric. Focus sur les insectes. Franck. Alors justement, Eric disait que le futur de l'alimentation est multiple, il est multidimensionnel et il peut inclure effectivement, et il va inclure de plus en plus les insectes comme une réponse à l'alimentation bonne de l'humanité tout entière en fait. Alors chacun effectivement fera son marché, mais la tendance est massive et elle existe déjà d'ailleurs depuis la nuit des temps dans les sociétés qui sont pas forcément des sociétés occidentales, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Bon, comme ça a été dit, en fait, dans l'industrie des insectes, il y a un certain nombre de sociétés qui ont émergé il y a une dizaine d'années, un peu moins pour certaines. En tout cas, pour vous présenter assez rapidement la société Insect, qui est un leader de l'élevage et puis des insectes, en particulier de certains types d'insectes. C'est une société qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans. Nous sommes présents sur 6 sites au niveau mondial, à Paris, en banlieue parisienne au niveau de notre centre de recherche et développement, en Bourgogne et ensuite avec des sites de production qui sont en Bourgogne, un qui est en fin de construction à Amiens, et puis également en Hollande et puis aux États-Unis. Et c'est un développement effectivement significatif, en particulier de notre société, mais plus généralement de la filière des insectes. Nous sommes aujourd'hui 300 à peu près, de trentaine de nationalités. Et chez Insect, on se distingue également par l'ensemble des awards et des récompenses que l'on peut avoir, alors soit sur les aspects techniques, purement techniques, soit sur les aspects managériaux en termes d'innovation, soit sur des aspects aussi impact au niveau de l'environnement ou de la nutrition. Nous avons également 40 familles de brevets parce qu'effectivement, lorsqu'on est sur un secteur innovant et émergent, il est important de maîtriser ces technologies et de faire en sorte effectivement de capitaliser dessus pour pouvoir faire des percées. C'est ce que l'on fait en particulier chez Insect.
Et bien évidemment, comme on n'a pas la science infuse, on a un certain nombre de gens qui sont très intelligents chez Insect, mais on capte l'intelligence des autres en collaborant avec eux sur des programmes de recherche ou des collaborations industrielles. Nous sommes une société très ouverte de ce point de vue-là, appartenant également au Next 40 depuis 3 ans, donc reconnue comme une des sociétés qui a pour l'intention d'être une ETI internationale. Ça l'est déjà en partie le cas, mais ça va se développer dans les prochaines années. Rapidement, là, je ne vais pas aller dans les détails. Là, c'est la progression. Il y a 10 ans, c'était un petit peu, on élevait les insectes en Europe comme on faisait dans un garage. Le garage était un laboratoire simplement. Et puis, au bout de quelques années, on a fait des laboratoires un peu plus élevés, un peu plus importants. On a le plus grand centre de recherche et développement qui existe à Évry de toute la filière insecte au niveau mondial, dont j'avais la direction il y a encore récemment. Et puis également, on a développé d'abord des démos plantes pour prouver effectivement d'un point de vue industriel que notre solution avait une réalité objective. Et puis donc des levées de fonds et des partenariats à la fois financiers et de recherche et développement et industriels qui nous ont permis de nous développer jusqu'alors et ça va continuer ces prochaines années bien évidemment. Alors, moi, je voudrais rebondir effectivement sur ce que disait Eric à l'instant et ensuite je le contextualiser par rapport aux insectes. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de problématiques qui se posent, qui ont été énoncées, l'augmentation de la population mondiale, la réduction ou de nombre de surfaces arables, le fait également que, selon un rapport de FAO que je vous invite à lire, qui date de 2012, c'est un rapport de 200 pages, mais qui est vraiment très intéressant en termes de l'alimentation de demain et en particulier l'alimentation utilisant les insectes, il y a effectivement une nécessité d'augmenter la disponibilité de protéines et la disponibilité de protéines, tout ceci de manière, j'allais dire, sustainable. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de productions aujourd'hui qui ne sont pas sustainable avec la progression de la population mondiale et avec l'augmentation également de la consommation des populations existantes sur des produits à plus haute valeur ajoutée avec une forte teneur en protéines, par exemple. Et donc, pour assurer à la fois une économie circulaire, on le voyait à l'instant, de la fourche à la fourchette, et en retournant à la fourche ensuite, et avoir des alternatives qui sont à la fois bonnes, l'alimentation bonne que tu évoquais à l'instant, d'un point de vue nutrition, d'un point de vue santé, d'un point de vue environnement, eh bien, les insectes apportent une réponse. Alors, dans les insectes, je vais faire une parenthèse, on parle très souvent des insectes, il y a à peu près 1 million d'espèces d'insectes qui sont connues sur Terre. Il y en a vraisemblablement 3 à 4 millions, en fait. Représente plus de 50% en fait, des espèces animales qui existent sur Terre. Et dans ces insectes, il y a différentes familles. Dans ces différentes familles, il y en a 40% qui sont des coléoptères, et on va voir ensuite, nous on élève 2 espèces de coléoptères. Il y en a 8 qui sont autorisés à l'élevage et à l'alimentation animale et en Europe. Et il y en a 3 qui sont autorisés en Europe sur l'alimentation humaine. Maintenant, c'est en Europe. Et il faut regarder effectivement la France et l'Europe, mais il faut voir aussi le reste du monde. Il y a 2,5 milliards d'habitants qui consomment régulièrement des insectes partout dans le monde. En Afrique, et ça peut encore augmenter effectivement avec le développement de la population, en Asie de manière évidente, et puis en Amérique centrale en particulier. Donc, il y a un certain nombre il y a un intérêt effectivement, et on le verra juste ensuite, à aller dans cette voie-là et à la voir se développer. Je vous ai mis ici le cycle du Ténébrion molitor, et puis son cousin qui s'appelle le Aphytobus dapyrinus ou Buffalo. Donc molitor d'un côté et Buffalo sont 2 coléoptères qui sont très intéressants dans l'élevage pour les points qui sont cités ici. Je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais ils sont parmi les meilleurs bioconvertisseurs de coproduits de l'origine agricole ou alimentaire pour en faire des produits à plus haute valeur ajoutée qui vont pouvoir être incorporés dans l'alimentation animale, dans l'alimentation humaine et pour les plantes. Je viens juste ici. Et bien évidemment,
comme tout type, j'allais dire, de culture, d'élevage, il faut pouvoir maîtriser ce que l'on fait. Et tout ce que l'on fait chez Insect, et aussi, je pense, aussi dans un certain nombre de sociétés qui existent en France ou dans le monde, se doit d'être maîtrisé. Nous, on le maîtrise effectivement en termes de nutrition, de santé, de génétique, de techniques d'élevage, et également d'extraction et des différents ingrédients de ces animaux. Et on offre une alternative, effectivement, dans l'alimentation animale, l'alimentation animale des animaux d'élevage, comme dans le domaine de l'aquaculture, dans le domaine, depuis peu, du porc et puis de la volaille, dans l'alimentation des animaux de compagnie, qui sont nos compagnons de route, comme les chiens et les chats. Donc, on offre des possibilités, en particulier avec les protéines, mais pas que, pour ce type d'alimentation. Dans l'alimentation humaine également. Alors, l'année 2021 était une année charnière, en particulier en Europe. Comme je dis, ça existe depuis longtemps dans le reste du monde, mais en Europe, en 2021, il y a eu un certain nombre d'autorisations au niveau réglementaire qui ont été levées pour certains types d'insectes. Et puis également, on l'oublie parfois, mais on collecte les déjections de nos insectes qui sont parmi les meilleurs fertilisants organiques. Donc, on peut substituer des fertilisants chimiques par des fertilisants organiques avec des déjections du Molitor ou du Buffalo vivant. On l'évoquait un instant, j'ai dit de la fourche à la fourchette et retour à la fourche, c'est-à-dire que le principe de développement de ce type d'activité, et en particulier dans la société Insect, c'est effectivement une économie circulaire qui se veut locale, c'est-à-dire qu'on est implanté à des endroits où il y a des coproduits de l'agriculture ou des coproduits de l'agroalimentaire qui sont disponibles, peu utilisés ou considérés à faible valeur, et qui vont devenir l'alimentation de base de nos insectes. Le Ténébrium molitor ou le Buffalo milvorm. Et ceci dans un cycle vertueux où ces coproduits, on ne parle pas de déchets en Europe puisque l'utilisation des déchets en Europe est totalement interdite. Donc un coproduit n'est pas un déchet, c'est quelque chose sur lequel on assure une traçabilité complète et une identification claire du produit utilisé ou d'ingrédients utilisés. Ceci pour produire en fait des protéines à très haute valeur ajoutée, je vais y revenir, des huiles qui sont également de très bonne qualité, des fertilisants dont on a pu prouver effectivement, en tout cas pour ceux qui sont origine de nos insectes, qui sont plus performants que des fertilisants chimiques ou organiques du marché, et ceci pour les différentes cibles que j'évoquais à l'instant. Alors, sur les différents produits, là, je vais faire un petit zoom sur les produits, sur leur usage, et puis sur l'alimentation en termes de nutrition et de santé. C'est vrai qu'on a des aliments, mais ces aliments, effectivement, doivent apporter un intérêt d'un point de vue nutritionnel, santé et environnemental. Là, c'est les produits qui sont issus de notre société. Insect, il y en a d'autres, j'ai pris quelques-uns, mais on retrouve en fait ce type de produits dans toute l'industrie des insectes, en tout cas dans une bonne partie de l'industrie des insectes. Alors, pas forcément avec les mêmes qualités, j'allais dire, en termes de nutrition et santé que ceux qui sortent de nos fermes verticales, mais on a une protéine à très haute valeur ajoutée, équilibrée en acides aminés, 72% de protéines, une teneur en fibres également intéressante, des protéines sous forme liquide qui peuvent être incorporées également dans des aliments techniques ou dans des aliments du cœur de repas, une huile également riche en oméga 6, donc particulièrement intéressant, des parties solubles. Nous sommes aussi aujourd'hui dans une démarche, j'allais dire, de recherche et développement sur certains sujets. Et c'est vrai qu'un certain nombre de produits qui sont origines insectes, en particulier du Ténébrium molitor, ont des intérêts nouveaux que l'on découvre au fur et à mesure que l'on perce dans ce domaine. Et notamment des effets sur le microbiome animal ou humain. Et puis les fertilisants, j'en ai parlé à l'instant. Quelques chiffres. Alors ces chiffres, c'est pas les chiffres de l'industrie des insectes, c'est les chiffres de la société insecte, ceux qu'on connaît le mieux et que je peux ici diffuser. L'alimentation humaine, ce n'est pas simplement l'alimentation directe des humains.
Hein. Ce n'est pas mettre un insecte dans votre assiette et vous dire mangez donc un criquet ou un verre de farine. Ce n'est pas l'objet. Il y a des populations effectivement dans le monde dont c'est l'usage, hein, et qui ça pose aucun problème depuis des centaines ou des milliers d'années. L'objet, c'est d'adresser toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'alimentation des animaux d'élevage, des animaux de compagnie, l'alimentation humaine, l'alimentation et des plantes également. Et à cela, on aura eu un impact effectif sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Quelques chiffres. Une protéine issue du molitor chez insecte, c'est 34% de croissance supplémentaire chez la truite. Il faut savoir que la truite, sa consommation de base, c'est les insectes. Elle est alimentée aujourd'hui par différents types de produits, dont des poissons et des farines de poissons qui viennent de l'autre partie du monde, essentiellement, j'allais dire, de l'Amérique latine ou de l'Asie. C'est vrai que d'alimenter des truites élevées en Europe avec des insectes élevés en Europe et nourris en Europe directement, ça permet à la fois d'avoir un intérêt du niveau de la croissance, au niveau de la santé et au niveau aussi d'une économie circulaire et virtueuse de proximité qui permet de minimiser l'impact sur l'environnement qui est notre maison au quotidien. J'ai cité aussi plus 20% de croissance chez le blé et puis dans la vigne. Et puis, différents points aussi qui permettent de réduire la mortalité. Donc, on adresse à la fois la croissance et la mortalité, c'est-à-dire qu'en fait, on adresse l'aspect nutrition et l'aspect santé de l'animal que l'on élève à partir d'une farine d'insectes. Sur l'alimentation humaine, il y a deux chiffres, mais je vais y revenir ensuite, donc je passe sur ce slide-là. Pour les chimistes qui sont peut-être présents là, c'est bien d'avoir une protéine, c'est encore mieux d'avoir une protéine qui est hautement digestible, parce que l'aliment contient des nutriments et quand ces nutriments ont un bénéfice direct, eh bien également ils sont plus profitables, j'allais dire, pour la personne ou l'animal qui le consomme. La digestibilité pepsique est supérieure à 86%. Comme je disais, une concentration protéinique. C'est une question très technique sur le sujet, donc voilà. D'accord. Je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la capacité pour, ou sinon la personne m'enverra sa question et je répondrai bien volontiers. On a aussi sur les protéines qui sont issues du molitor, hein, pas forcément des autres insectes, mais en tout cas du molitor, des Cinnamomum molitor, des protéines de très haute qualité. Des protéines qui sont comparables aux meilleures protéines alimentaires qui existent, qui peuvent venir du lait ou qui peuvent venir de certains végétaux, qui sont très riches en isoleucine, leucine et valine, et là qui peuvent intervenir justement dans des aliments techniques pour les seniors, pour les sportifs ou pour des populations qui ont un besoin d'un apport en protéines à très haute valeur ajoutée permettant d'une régénération musculaire ou un maintien de l'activité musculaire. Et puis un potentiel prébiotique et une activité sur le microbiome, hein, cet univers qui est en nous et qui est dans les animaux et qu'on commence à découvrir ou à redécouvrir ces dernières années et sur lequel on pense qu'il y a un avenir certain. Voilà. Donc j'ai mis quelques images des différentes secteurs. Si je zoome un petit peu sur l'alimentation humaine, parce que effectivement le future food, on voit les hommes avant tout, même si en fait les hommes continuent de manger de la viande et des végétaux, et nous on s'occupe aussi des animaux et des végétaux. Et en fait, pour adresser le sujet hein, et justement réconcilier, je pense, et en tout cas concilier tout simplement, hein, la food tech et puis la valeur sûre qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est qu'on peut adresser en fait une alimentation très technique qui va du checker pour un sportif, hein, une barre hautement protéinée également pour un sportif ou pour quelqu'un qui a besoin d'une teneur en protéines élevée, jusqu'à un ingrédient qui va venir dans le cœur de l'assiette. Hein. On parle de steak d'insectes. C'est-à-dire qu'on a un insecte qui s'appelle le buffalo mealworm, donc on pourrait même parler de steak de buffalo, et on en fait également dans notre filiale hollandaise. Hein. Et j'ai cité ici donc moins 60% de taux de cholestérol quand on. Alors ces chiffres-là, ils viennent pas de nulle part. Hein. En fait, tous ces éléments-là sont des éléments qui ont été mesurés par Insect, validés par des universités
et publiés dans des publications scientifiques qui sont à disposition sur notre site, si vous le souhaitez. Donc, moins 60% cholestérol, moins 60% de triglycérides aussi quand on alimente des rats obèses avec des protéines d'insectes de Molitor à la place de protéines laitières, par exemple. On a des effets prébiotiques qui demandent à être continuer d'être validés, mais dont on pense qu'ils sont certains. On a aussi une propension de certaines populations à vouloir consommer des insectes, on l'évoquait tout à l'heure, et en reconsommer. Et la population justement des athlètes, des sportifs, ou un certain nombre de populations européennes, parce qu'en fait le sondage qu'on a fait, c'est au niveau européen pour ce qui concerne les 60% qui sont là, ont une propension croissante à aller vers ce type d'alimentation parce qu'ils adressent justement la naturalité, la santé, l'impact positif sur l'environnement et un certain nombre de problématiques et de sujets qui deviennent des enjeux, enfin qui sont des enjeux sociétaux depuis toujours, mais qui deviennent de plus en plus prégnants dans nos sociétés occidentales ou même pour la planète tout entière. Les autres éléments, je les ai déjà cités, donc je vais pas y revenir. En tout cas, ce que je peux vous dire sur l'alimentation humaine, c'est que l'année 2021, pour l'Europe en particulier, je dis bien pour l'Europe, parce que pour le reste du monde, hors États-Unis, c'était déjà le cas de pouvoir consommer des insectes, mais pour l'Europe, a ouvert un certain nombre de possibilités. La réglementation européenne est très stricte depuis quelques dizaines d'années et c'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est de pouvoir la prendre en compte et de pouvoir s'y adapter. Et c'est ce que l'on fait chez Insect. Et le premier, en fait, insecte qui a été autorisé à l'alimentation humaine, c'est justement le Tenebrium molitor, donc c'était très profitable de ce point de vue-là. L'impact environnemental, je l'ai évoqué. Mais c'est important aussi quand on élève des insectes de voir qu'effectivement que la manière dont on le fait chez Insect, on économise 98% de surface puisqu'on les élève dans des fermes verticales. On a beaucoup moins besoin de ressources que les vaches traditionnelles comme le bovin par exemple en termes d'énergie ou d'eau. Et puis on a par notre fertilisant un impact très positif. Là, je l'ai mis ici, vous le verrez aussi sur notre site, on coche chez Insect et dans l'industrie des insectes en partie un certain nombre de cases qui sont relatifs aux accords internationaux. Alors, soit sur les aspects techniques, soit les aspects managériaux, j'en ai évoqué tout à l'heure. Ce qui est important, et je vais conclure là-dessus, c'est que en fait, dans toute démarche qui consiste à innover et à adresser en fait des enjeux nouveaux ou en tout cas de plus en plus prégnants, comme on l'évoquait tout de suite, il faut avoir un certain nombre de fondamentaux. Alors, c'est le cas dans la société Insect, c'est le cas aussi dans beaucoup de sociétés innovantes, mais dans la société Insect, on se fait fort d'adresser ces différents points. Le fondamental de l'origine, c'est la science et la technologie. Nous sommes des scientifiques et des technologues à l'origine, et tout ce que l'on dit, on veut le prouver et on veut le démontrer avant de pouvoir l'exprimer au grand public. Ça, c'est un point absolument fondamental. Et c'est parce qu'on a ce type de démarche-là, appuyée par des brevets et des publications notamment, qu'on attire la confiance des investisseurs et des clients, à la fois parce qu'on a des solutions qui adressent ces enjeux, qu'elles sont maîtrisées et qu'elles correspondent bien évidemment à des marchés au sens noble du terme au niveau France, Europe et international. Et puis, bien évidemment, il faut avoir des gens qui sont à même de pouvoir mener à cela et cultiver des partenariats également avec l'INRAE, avec Wageningen, avec Fraunhofer Institute, avec des universités américaines pour apporter une intelligence supplémentaire à celle que l'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise. Voilà notre ambition, mais je pense que je l'ai déjà cité. Et je pense que ça doit être l'ambition aussi d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine de l'industrie des insectes et même des industries autres. On situe les algues qui sont une alternative et on collabore également avec, au sein de la filière insectes, avec la filière algues, avec la filière levure également pour les intérêts nutritionnels qu'ils peuvent apporter. Maintenant, je vous propose une petite vidéo qui va montrer que tous ces éléments-là, dans l'industrie des insectes et en particulier dans la société insecte, c'est une réalité concrète. Je vais laisser les personnes de la technique le diffuser maintenant.
Merci Franck pour cette présentation. Donc, je vous propose de prendre peut-être 2 questions. Alors, il y a beaucoup de questions, j'ai essayé de les regrouper. Alors, une première, où est-ce qu'on peut trouver des steaks d'insectes et quel goût ça a? Alors, on peut en trouver déjà depuis plusieurs années dans un certain nombre de pays européens, notamment en Hollande. Hein. Donc, on a des steaks d'insectes à partir du buffalo mealworm. On peut en trouver aussi. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'alimentation au niveau européen, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a quelques dizaines d'années, il y a eu une interdiction d'un certain nombre de non-autorisation chez certains produits, sauf dans certains pays européens qui avaient déjà les marchés, qui ont négocié avec l'Union européenne le fait de maintenir cette activité sans pour autant la développer de manière considérable, mais de la conserver. Et donc la Hollande fait partie de ces pays, 7, qui a développé dans l'alimentation humaine des produits. Hein. Alors, bien évidemment, bon, cette filiale est une filiale du Insect maintenant, et donc on a des solutions qui existent. On peut trouver des bars, on peut trouver des shakers, on peut trouver des steaks. Hein. Et pour les personnes qui sont particulièrement intéressées pour l'acheter, bah, envoyez votre question, je vous donnerai les adresses, mais on en trouve effectivement. Voilà pour ça. Très bien. Alors, une question un peu paradoxe, mais je crois que c'était un peu ce que disait Eric aussi tout à l'heure sur les différentes formes d'alimentation. Il y a un paradoxe entre ce côté ultra processé de l'insecte et des dérivés en fait, qui peuvent être exploitables. Alors, c'est pas ultra processé justement, c'est très peu processé. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, les process qui permettent d'obtenir les éléments à partir dans les process sont des process purement physiques. Okay. Hein, où on va séparer la partie protéique de la partie huile, etc. Donc le process est très simple. Et notre intention, c'est justement de ne pas être processé. En fait, on a une protéine qui est nativement bonne, et justement, il n'y a pas grand-chose entre guillemets à ajouter pour la rendre, j'allais dire, intéressante d'un point de vue. C'est la perception et la perception peut être celle-ci, mais ça n'est pas du tout en fait. Hein. C'est tout le contraire. Et pour les algues, je ferai à peu près le même type de réponse. Hein. C'est pas processé du tout en fait. C'est par rapport à de la viande qui viendrait des bovins, des porcs ou autres, et qui va se retrouver ensuite dans les préparations alimentaires, où j'ai vu parfois dans des pizzas une vingtaine d'ingrédients, plus X additifs, plus ceci, plus cela. Bon, ça a tendance à réduire, bien évidemment, depuis quelques années. Mais là, on est vraiment et nous, notre vocation, c'est justement d'être incorporé dans des aliments avec 3, 4, 5 ingrédients, pas plus. Donc, il y a un autre groupe de questions aussi, peut-être plus pour Eric cette fois, et c'est peut-être la suite. Tu disais, Franck, qu'il y a des endroits où on consomme des insectes, ce n'est pas complètement le cas encore en France. À quelle vitesse peuvent se diffuser ces différences culturelles, justement, pour faire face aux enjeux de demain? Il y a un commentaire sur on consomme depuis longtemps des algues au Japon, par exemple. C'est moins le cas en France et en Europe. À quelle vitesse ça peut se diffuser, ces nouveaux modes d'alimentation? Oui, alors ça, c'est très variable. C'est très variable, déjà selon les produits, puisqu'on parle du Japon. Il y a 30 ans, qui aurait imaginé que les Français mangeraient du poisson cru, des sushis? Et ça est allé très vite. Évidemment, ce n'est pas la même rupture anthropologique de manger du poisson cru que de manger de la viande de laboratoire, etc. Donc, ça dépend des produits. Et puis, je dirais également de la capacité des gens à adopter plus ou moins rapidement des innovations alimentaires. Et ça, c'est très culturel. On sait qu'il y a des pays dans lesquels on est très innovant, d'autres dans lesquels on est peut-être plus conservateur. Et puis, il y a des questions de génération également. Vous voyez, par exemple, quand on parle juste pour donner un exemple,
on évoquait à propos de la viande cellulaire ce mouvement de diminution de la consommation de viande en France, qui n'est pas nouveau, qui a commencé il y a 40 ans déjà pour la viande rouge. Mais en fait, quelle va être l'ampleur et la vitesse du déclin? On est sûr que la consommation de viande va continuer à diminuer. Mais encore une fois, dans quel volume, à quelle vitesse, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et ça va dépendre, à mon avis, en partie, de la capacité du secteur de l'élevage à répondre aux attentes, aux critiques de la population en termes de bien-être animal, en termes de respect de l'environnement, etc. Voilà, donc c'est très difficile parce que ça va dépendre de la réaction des acteurs et c'est ça qui fera que ça va se diffuser plus ou moins vite au sein d'un même pays ou d'un pays à l'autre. Et en tout cas, tu semblais dire qu'il y aurait probablement demain des alimentations, donc en fonction des générations, au pluriel, avec en fonction de… Je dirais c'est ce que l'on voit déjà aujourd'hui et depuis peu de temps, en tout cas dans un pays comme la France, on n'était pas très habitué quand on invite autour de la table le samedi soir nos amis à ce qu'ils nous téléphonent 2-3 jours avant pour dire écoute, merci pour ton invitation, mais juste une petite info, je suis végétarien, ma nouvelle copine est crudivore et mon cousin que j'aimerais bien inviter est un adepte de la diète paléolithique. Le dire comme ça fait sourire, mais il y a des gens qui me disent mais c'est comme ça déjà dans ma famille. Déjà aujourd'hui, on ne mange pas la même chose avec mon conjoint, ma conjointe et mes enfants. Donc cette diversification, elle est déjà en marche. Moi, je pense effectivement, d'un point de vue international, en fait, les continents ne sont pas étanches, hein, je vous rappelle. On l'a constaté depuis 2 ans. En termes de diversité des cultures, bon, ce qui est important, je vais quand même rebondir sur le sujet, ils ne sont pas étanches, mais en fait, c'est bien que les continents, et en particulier l'Union européenne, aient un domaine de la souveraineté, j'allais dire, souveraineté protéique, souveraineté sur un certain nombre de sujets qui doivent être renforcés, et ça va tout à fait également les insectes et d'autres vont tout à fait dans cette tendance. Mais effectivement, à partir du moment, si on parle de l'alimentation des humains en direct, parce que donner à une truite ou un saumon des insectes à consommer, c'est juste le retour à la naturalité. Oui, donc ça va s'étendre au niveau international. C'est vrai que parfois, lorsqu'on se regarde nous et nous-mêmes, on pense qu'il faut arrêter de penser que le reste du monde pense comme nous. Hein. Comme je disais tout à l'heure, 2,5 milliards d'habitants consomment régulièrement des insectes. Ça en fait quand même un certain nombre. Et en plus, cette part du monde va augmenter en proportion. Hein. Donc, la propension, j'allais dire, à consommer autre chose que ce qu'on a dans l'assiette franco-française va augmenter. Donc nous, on a fait des études au niveau international et ou l'IPIF, hein, qui est notre fédération au niveau des International Platform Insect for Feed and Food, que je vous conseille d'aller voir sur leur site internet, hein, a fait des études au niveau international et ça ne peut que croître ces alternatives à la viande. On va dire la viande, avec le fait que dans la viande, il y a différents types de viande. Hein. Entre les bovins, les porcins, la volaille, le poisson, c'est à chaque fois des problématiques un petit peu différentes. Tous, néanmoins, doivent être de plus en plus vertueux. Hein, et une manière de plus en plus vertueuse, c'est de les alimenter, j'allais dire, correctement et de les élever correctement, aussi bien en termes de technique que de bien-être animal. C'est ce que l'on fait chez nous. Et c'est effectivement d'aller vers des aliments jugés aujourd'hui comme alternatifs, mais qui seront plus importants et encore plus importants demain après-demain. Je parle notamment des insectes, mais également des algues ou d'autres. Oui, il y a des questions sur le poisson. On a l'impression qu'on passait de la viande vers le poisson en termes de consommation. Oui. Est-ce que c'est toujours vrai? Alors c'est vrai, ça ne fait que croître. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les poissons d'élevage et les poissons que l'on collecte dans les océans. Il faut savoir que la ressource mondiale naturelle est en décroissance. Oui. En tout cas, elle est affectée. D'où la nécessité, lorsqu'on va et les protéines de poisson sont des protéines très intéressantes, et manger du poisson, c'est bon, j'allais dire, hein, et c'est agréable. Hein. Donc, d'où l'augmentation des poissons d'élevage qui sont élevés de manière adéquate, sont de très bonne qualité à tous les points de vue. 25% de la pêche mondiale, c'est pêcher les petits poissons pour nourrir des gros poissons. Donc, si on peut, et c'est ce qu'on fait, nous, au niveau des insectes, substituer partiellement ou
totalement, c'est un peu illusoire sur le court terme, mais c'est 25% de la pêche mondiale qui pourrait servir à alimenter les humains en direct par des insectes, et en particulier des molitores, vers de farine, plus particulièrement pour l'élevage de ces poissons d'élevage, c'est tout bénéfice. Donc oui, on consomme de plus en plus de poissons, la ressource est de plus en plus restreinte et il y a des alternatives à cela en alimentant les poissons de manière différente. Une autre question peut-être assez générale aussi sur l'évolution de l'alimentation, c'est entre la partie domicile, hors domicile. On sait qu'il y a des continents où on est plus souvent à l'extérieur, au restaurant le soir, et on cuisine moins chez soi. En France, on n'a plus ces traditions de cuisiner. Est-ce que c'est des choses qui évoluent également? Oui, choses qui évoluent également. Alors c'est vrai que voilà, il y a même dans certains pays, on conçoit des appartements sans cuisine, que les gens n'utilisent pas la cuisine. Voilà, dans le cœur de Manhattan, il paraît que voilà, ça c'est beaucoup de. Alors en France, c'est pas. Voilà, culturellement, ça paraît un peu compliqué, mais il y a évidemment des évolutions. La consommation hors domicile, hors foyer, comme on l'appelle, est quelque chose qui a augmenté. Aujourd'hui, on considère que ça correspond à peu près au quart de nos dépenses alimentaires. On dit je dis ça parce qu'on se mélange souvent dans les chiffres. Les Français, quand ils font leurs achats pour la consommation au domicile, c'est à peu près 12%, 12-13% de leur budget, auquel il faut rajouter à peu près 4% de consommation hors domicile, donc qui est une part importante, entre 25% et un tiers, et qui n'est pas évidemment majoritaire. Donc là, il y a des différences culturelles. Le modèle alimentaire français, comme on l'appelle, ou comme on l'appelait, il évolue, c'est évident, mais en même temps, voilà, c'est plutôt une érosion qu'un basculement vers une manière de manger, on va dire l'anglo-saxonne, très fonctionnelle, où l'alimentation, c'est que de la nutrition, pour caricaturer. Nous, on n'est quand même pas tout à fait dans cette, en tout cas pas encore, dans cette perspective-là. Et peut-être on va prendre une dernière question. Du coup, sur cette évolution de l'alimentation, quel est le facteur le plus influent? Est-ce que c'est comment dire, nous, on a envie de changer voilà. Est-ce que ce sont les industriels qui font de la communication et qui pèsent du coup sur? Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est qu'est-ce qui fait que l'alimentation évolue et qu'on se tourne plus vers telle chose? Alors, pour répondre rapidement, là, il y a quand même une évolution. C'est-à-dire que si on prend par exemple les 30 Glorieuses, les années d'après-guerre, évidemment, c'est l'offre qui drivait. C'est-à-dire les gens étaient contents qu'on leur propose une diversité alimentaire. Alors, je ne dis pas que l'offre aujourd'hui ne joue pas énormément, mais on voit bien qu'il y a une volonté, je le disais tout à l'heure, une envie de reprise de pouvoir de la part des consommateurs, des mangeurs qui disent « mais moi, maintenant, c'est moi qui vais choisir mon alimentation », d'où l'éclatement, on l'a dit, de toutes ces tribus de mangeurs. Donc, il y a un rôle de plus en plus important des consommateurs qui, certains se fédèrent même pour avoir il n'y en a pas beaucoup, mais c'est intéressant, des supermarchés de consommateurs qui se créent, etc. Cette volonté de reprendre la maîtrise, de reprendre la contrôle sur ce que finalement on incorpore, qu'on fait rentrer à l'intérieur de son corps. Et donc, on veut le maîtriser. C'est assez légitime. Non, mais en fait, c'est les points, je pense que dans le dernier slide que tu as fait, Eric, et que j'ai pris les points. Naturalité, oui. Corps et santé, bien-être animal, responsabilité, solidarité, impact au niveau sociétal, environnemental, sont des macro-tendances qui adressent tous les types, tous les univers, je vais dire, et en particulier l'alimentation qui est vraiment au cœur de notre vie, au sens premier du terme. Et donc, c'est une très bonne chose. Parce que tous ces éléments sont, de notre point de vue chez Insect et de mon point de vue, d'un point de vue personnel, vertueux. Et si on peut les adresser de manière vertueuse, alors en cochant toutes les cases ou en cochant une bonne partie d'entre elles, ça permet à la fois d'avoir un impact, parce que nous, on a une direction impact chez nous, qui s'occupe d'avoir un impact positif, durable, et aussi profitable pour les entreprises que pour la planète, que pour les humains. En allant vers ce type d'alimentation ou en redécouvrant ou en découvrant des choses en gardant une dimension au plaisir, comme tu disais. Exactement, il faut garder la dimension plaisir. Les pilules, on voit qu'on n'en mange pas.
5 litres d'eau, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà, et c'est pas très sustainable. Donc, allons, j'allais dire, à promouvoir ces différentes dimensions qui doivent s'appliquer à l'alimentation d'aujourd'hui et de demain, et qui peuvent s'appliquer également à d'autres modes de consommation dans d'autres domaines. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci Eric, merci Franck pour ces passionnantes informations et passionnantes présentations. Merci à tous les participants, merci également à la technique pour l'organisation technique de ce webinaire aujourd'hui. Un grand merci à tous et à très bientôt. Au revoir.